tous, bienvenue en direct sur BFM TV, pratiquement 21h. Deux titres à la une ce soir, de l'indignation et beaucoup de questions après la mort de Naomi, 22 ans, le 29 décembre 2017. La jeune maman avait téléphoné au SAMU qui l'avait orientée vers SOS Médecins. Elle est morte quelques heures après. Y a-t-il eu des défaillances, des urgentistes? Un enregistrement de cet appel pose question. Est-ce que le système tout entier est à revoir? On en parle dès 21h30 avec notamment l'avocat de Naomi. Il sera en direct avec nous. Mais d'abord, l'Europe qui se veut constructive après le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien. À Téhéran, pour autant, les réactions sont vives. Un drapeau américain brûlé au Parlement au cri de mort à l'Amérique. Quelle issue l'Europe peut-elle le livrer à cet accord? Peut-il encore exister sans les États-Unis? La France peut-elle prendre la main dans ces discussions? On en parle avec nos invités. Thierry Covid, bonsoir, bienvenue. Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran. Merci d'être avec nous. Bonsoir Emmanuel Dupuis. Bonsoir. Bienvenue également à vous. Vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Merci d'être là, ainsi que Bruno Jeudi, bien sûr. Bonsoir Bruno. Bonsoir Nathalie. Éditorialiste politique à BFM TV. On verra évidemment tout ce qui se joue sur le plan diplomatique. Emmanuel Macron est en Allemagne, entre autres. D'abord le journal de Rachid Embarki. Bonsoir Rachid. Bonsoir Nathalie. Gros malaise à l'hôpital de Strasbourg. Oui, une jeune femme de 22 ans est décédée après avoir été évincée par une opératrice du SAMU qui s'est même moquée d'elle au téléphone. L'affaire a semé la consternation. L'opératrice a été suspendue à titre conservatoire et le procureur de la République de Strasbourg a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire. Alexis Cuvillier. Le 29 décembre dernier, Naomi Muzenga, 22 ans, se trouve seule à son domicile strasbourgeois. Souffrant de fortes douleurs au ventre, elle alerte les urgences. Des pompiers, son appel est transféré vers le SAMU. S'ensuit un échange de 3 minutes avec une assistante de régulation qui ne prend pas au sérieux ses supplications. Aidez-moi, madame. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi. Madame, j'ai très mal. Oui, bah vous appelez un médecin, hein? D'accord. Voilà, vous appelez SOS Médecins. Je peux pas. Vous pouvez pas? Ah non, vous pouvez appeler les pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir, certainement un jour, comme tout le monde. Il me fait mal partout. Oui, bah vous appelez SOS Médecins au 03 88 75 75 75. Voilà, ça je peux pas le faire à votre place. En la renvoyant vers SOS Médecins, l'opératrice retarde la prise en charge de Naomi. Elle ne sera hospitalisée que plusieurs heures plus tard et décédera le soir même. Ses parents ont récupéré l'enregistrement le mois dernier. Ils veulent savoir si des soins immédiats pouvaient sauver la vie de leur fille. Et on a fait balader. Hein. On l'a laissé comme ça, on a raccroché sur quelqu'un qui est en train de s'y plier et aide, disant qu'elle est en train de mourir. Et c'est ma fille. Le parquet de Strasbourg a ouvert une enquête. L'opératrice du SAMU a été suspendue. Mais pour les avocats des parents de Naomi, pas question d'en faire un bouc émissaire. On verra au terme de l'enquête, il y a certainement une chaîne de responsabilité. Quand on écoute l'enregistrement, c'est vrai que c'est surprenant. C'est cynique, c'est indigne, mais ce serait peut-être trop facile en fait de charger uniquement l'opératrice. La direction de l'hôpital a rencontré la famille de Naomi la semaine dernière et a diligenté une enquête administrative. Elle va d'abord auditionner l'ensemble des personnels qui ont concouru à la prise en charge de cet appel. Elle ensuite, bien sûr, elle va compiler l'ensemble des pièces du dossier médical et établir s'il y a eu manquement ou pas aux procédures de régulation. Les parties civiles s'interrogent plus largement sur la prise en charge de la jeune femme à l'hôpital et sur les conditions de son autopsie, menée 5 jours après sa mort. Donald Trump estime que les Iraniens finiront par revenir à la table des négociations. Le chef de la Maison-Blanche prévient en tout cas que si l'Iran redémarre son programme nucléaire, cela aura de graves conséquences. Et il a de nouveau justifié sa décision de sortir de l'accord. La conférence que l'on a eue hier était une conférence très importante. Si vous regardez l'accord que l'on avait avec l'Iran, il s'agissait en fait d'un accord qui n'allait que dans un sens, la prolifération nucléaire dans tout le Moyen-Orient. Et ce n'était pas une bonne chose, pas approprié. On verra comment vont aller les relations avec l'Iran. Certainement pas très bien, mais ce n'est pas grave non plus. Et on va bien voir ce qu'il va se passer. Mais on ne peut pas autoriser un accord mauvais pour le monde entier. Et cet accord, il n'est pas fait pour les États-Unis. Il est mauvais pour le monde entier.
Et de leur côté, les Européens espèrent encore sauver l'accord sur le nucléaire iranien au lendemain du retrait américain. Emmanuel Macron a en tout cas eu au téléphone le président iranien. Ils ont convenu de travailler ensemble pour la mise en œuvre continue de cet accord. 14,46% de grévistes aujourd'hui à la SNCF. C'est le taux le plus bas depuis le début du mouvement de protestation contre la réforme ferroviaire. Mais les syndicats ne désarment pas. Une réunion intersyndicale avait lieu ce soir à Paris. Cette intersyndicale a décidé de consulter les cheminots les 14 et 21 mai prochains sur la réforme ferroviaire. Martin Scorsese à l'honneur ce soir à Cannes. Le cinéaste américain a reçu un carrosse d'or pour l'ensemble de sa carrière, un prix qui a été remis à l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs. Et par ailleurs, le film Don Quichotte sera bien projeté à Cannes malgré la bataille judiciaire entre le réalisateur et le producteur de ce film. Le temps demain ? Eh bien, une perturbation demain traversera le pays d'ouest en est. Le temps redeviendra ensoleillé après le passage de cette perturbation et des températures de 6 degrés à Brest, à 16 degrés notamment pour Marseille. Merci Rachid. Vous revenez évidemment à 21h30 avec un nouveau point sur l'info. Nos invités ce soir pour revenir sur la situation à l'international après le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Thierry Coville, Emmanuel Dupuis, merci à tous les deux d'être là. Bruno Jeudi nous rejoint, bien entendu. D'abord une image, ce drapeau américain brûlé au Parlement aujourd'hui à Téhéran au cri de mort à l'Amérique. On est effectivement au lendemain de ce retrait, ça ne vous surprend pas ? Thierry Coville. Oui, il faut savoir qu'il y a des durs en Iran, des radicaux. D'ailleurs, même ce geste a été critiqué par d'autres députés en Iran qui ne sont pas d'accord. Donc effectivement, contrairement sans doute à ce que pense Trump, il y a un pouvoir plutôt complexe en Iran. Et on a un camp des durs, effectivement, qui crie mort à l'Amérique et qui était contre l'accord, entre parenthèses. Et un camp des modérés qui n'approuvent pas ce type de geste et qui soutiennent plutôt l'accord. Est-ce que c'est de mauvais augure ? Est-ce que c'est de mauvais augure pour que l'Iran reste dans l'accord? Parce que Emmanuel Macron et Rouhani se sont entretenus aujourd'hui. Emmanuel Macron œuvre avec la Grande-Bretagne, avec l'Allemagne, pour essayer de maintenir sur pied un accord globalisé, élargi. On verra les contours ultérieurement. Est-ce que c'est de mauvais augure pour sauver? Si vous voulez, il y a un équilibre de politique intérieure en Iran et très clairement, la décision de Trump renforce les camps des durs qui depuis étaient contre l'accord et disaient de toute façon à Rouhani modéré, n'ayez pas confiance dans les États-Unis, de toute façon ils veulent un changement de régime. Manifestement, quand on écoute le discours de Trump hier, il leur donne raison. Donc il renforce le camp des durs qui ont tout de suite dit il faut revenir à l'enrichissement à 20%. Et donc ce que les Européens vont essayer de faire, si vous voulez, Rouhani l'a dit, moi je veux bien rester dans l'accord si j'ai les bénéfices économiques que j'attends de l'accord. Ouais. Donc s'il n'a pas les bénéfices économiques, sous la pression des durs, là ça risque d'être compliqué pour lui. Alors les dirigeants européens veulent y croire. Il semblerait, veut plus au réalisme politique, selon vous, Emmanuel Dupuis? Alors déjà, il y a une différence entre les États européens qui ont signé l'accord du 14 juillet 2015, en l'occurrence la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, et puis les autres pays européens. D'ailleurs, il faut avoir à l'esprit qu'il n'y a pas une unité européenne si évidente que ça. Par exemple, l'Italie, qui est le deuxième partenaire économique de l'Iran, s'est mobilisée contre un vote qui s'est tenu en mars dernier, le 16 mars dernier, qui visait à anticiper la décision américaine. Donc la première étape, c'est qu'il y ait cette consolidation du trio, donc les trois membres européens qui ont signé l'accord, en y ajoutant l'Union européenne par la voix de Federica Mogherini, qui est sans doute la plus ferme à défendre les acquis de l'accord, et puis la conviction qu'il faudrait amplifier ou consolider par rapport à un certain nombre de pays européens qui ont des intérêts économiques. L'Allemagne, la France n'est que le quatrième partenaire économique, c'est déjà très bien, mais il y a avant cela l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas. Donc il y a cette position à adopter. Et en écoutant la ministre de la Défense, on a le sentiment qu'il y a une cohésion qui s'est créée. La rencontre qui est prévue mardi prochain à Londres devrait consolider cet axe, renforcé par le fait que la Chine et la Russie attendent aussi qu'il y ait une position européenne très ferme. Et puis le président Rouhani, comme l'a dit Thierry Coville, est élu, et tout moins par la légitimité des 57% de votes qu'il a obtenus en mai dernier. Et n'en déplaise au camp des faucons, de part et d'autre, il y a une volonté très manichéenne. D'ailleurs, en regardant vos images, on voit systématiquement le président américain et derrière lui, son nouveau conseiller à la sécurité, John Bolton, qui semble lui souffler les phrases les plus dures à l'égard de ce régime, qui encore une fois est un régime issu du courant réformateur. Exactement. Thierry Coville, vous parlez effectivement de garanties que l'Iran va chercher à obtenir, en quelque sorte. Sur quoi ça peut se baser? Qu'est-ce qu'on peut
qu'est-ce qu'on peut imaginer et qu'est-ce qui ne sera pas, j'allais dire, audible pour l'Europe, la Chine, la Russie, de la part de l'Iran? Non, alors déjà, il faut dire un point important, c'est que s'il y a un pays qui peut s'estimer lésé par l'accord, c'est plutôt l'Iran, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas les bénéfices économiques qu'ils attendaient de l'accord. Mais non, mais c'est un point, c'est un fait, si vous voulez. Et donc, notamment, et c'est un fait, les grandes banques européennes ne sont pas revenues en Iran parce qu'ils ont peur des sanctions américaines, ce qui a fait arriver à BNP Paribas. Et ça bloque les échanges, parce qu'on ne peut pas financer les gros contrats comme Airbus, et on ne peut pas financer les investissements. Donc, il y a ce problème-là à régler, parce que les Iraniens y tiennent, si on veut développer les échanges avec l'Iran. Et un autre point qu'il va falloir régler pour les Européens, c'est comment faire pour que des entreprises européennes comme Volkswagen, comme Renault, Peugeot, Total, qui si elles sont touchées directement par les sanctions américaines, ne prennent pas la décision de se retirer du marché iranien. Parce que là, effectivement, même symboliquement, si vous voulez, si des grandes entreprises comme ça, comme Peugeot, je n'ose pas y penser, ou Total, se retirent du marché iranien, là, on revient à ce que je disais tout à l'heure, en termes de politique intérieure, ce sera très compliqué pour Rouhani de défendre encore l'accord. Pourtant, Rouhani qui a été bien élu, même si on sait effectivement le camp des conservateurs très vivace à Téhéran, en Iran. Mais une question, ça veut dire que a priori, en tout cas, l'accord, il peut survivre sans les États-Unis. L'Europe, la Chine et la Russie peuvent être suffisamment, j'allais dire, solides pour effectivement maintenir à flot cet accord. Tout le monde est bien conscient du risque. Si vous voulez, c'est ça qui unit les Européens. Mieux vaut un accord moyen finalement que. Alors ça, si vous voulez, l'accord, c'est un compromis. Donc, si vous voulez, l'idée de dire que c'est un accord parfait, c'est un compromis qui était le meilleur compromis possible dans le contexte historique. Ceux qui disent, comme Trump, cet accord vaut rien, etc. J'aurais bien voulu voir ce qu'ils auraient négocié à la place. C'est toujours facile de détruire. On attend de voir. Si vous voulez, l'idée qu'on va renégocier ce qu'il dit là, je vais renégocier avec les Iraniens. Alors, ils ont négocié durement cet accord, qu'ils l'ont respecté. Donc, on le balaye d'un revers de la main et on va renégocier. Donc, je veux dire, les Européens, les Russes, les Chinois ont très bien compris le risque que les Iraniens sortent de l'accord s'ils estiment qu'ils n'ont pas les bénéfices économiques du fait des sanctions américaines. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ils enrichissent l'uranium à 20%. Exactement. Écoutez, la presse, c'est moi qui le dis, la presse américaine dit aujourd'hui, c'est quoi le plan B, Monsieur le Président? Oui, il n'y a pas de plan B, de toute évidence. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B, mais il y a quand même une question sur la stratégie de Donald Trump, la stratégie de bomber le torse, d'être agressif, dans la diplomatie. J'entends par là que, évidemment, aujourd'hui, les États-Unis sont seuls avec Israël, avec l'Arabie Saoudite. En face, il y a l'Europe, la Chine et la Russie. Et puis surtout, il y a ce coup de menton à l'Iran, tandis que la Corée, c'est le prochain gros enjeu. Rendez-vous fin mai avec Kim Jong-un. On se dit finalement, est-ce que Trump n'a pas raison de procéder comme ça par l'agressivité? Est-ce que la question, elle ne mérite pas d'être posée? Elle a été posée à un panel de jeunes issus de 16 pays arabes par rapport à la perception de Donald Trump. Et à une écrasante majorité, près de 73%, estiment que le monde est moins sûr depuis que Donald Trump est au pouvoir. Donc il y a aussi cette pression de la part des opinions publiques. Il faut rappeler qu'évidemment, les manifestations de décembre dernier ont été un révélateur d'un hiatus qui peut exister entre les conservateurs et les modérés d'une part, et puis cette rue qui attend les bénéfices, effectivement, de cet accord nucléaire, avec un taux de chômage de plus de 12%, notamment, qui touche les jeunes, notamment les jeunes éduqués. Donc il y a une mobilisation très forte de la part de la jeunesse et qui va indiscutablement forcer un certain nombre de responsables politiques à se positionner par rapport au coup de menton que vous évoquez de la part de Donald Trump. Moins sûr, dites-vous, moins sûr peut-être, mais quand même, la politique version Trump, l'agressivité, encore une fois, avec, je ne sais pas quel résultat il y aura en mai à l'issue de cette rencontre avec Kim Jong-un, mais il n'empêche, c'est historique, ces deux pays, après 70 ans de blackout total entre eux, j'entends par là la Corée du Nord, bien sûr, et les États-Unis, et puis cette reprise du dialogue en mai. Symétriquement, évidemment, ce retrait de l'accord avec l'Iran. Est-ce que Trump ne fait pas les choses effectivement de manière très à part, isolée, atypique, mais peut-être pour un résultat au fond? Déjà, je pense qu'il faut attendre ce qu'on va avoir à obtenir dans mai. Donc, si vous voulez, et puis d'autre part, je pense que la Corée du Sud, si vous voulez, ils sont polis en disant que c'est grâce à Trump, mais je pense que en fait, qu'il y a un président plutôt modéré en Corée du Sud, ça a joué un rôle. Bon. Mais si vous voulez, c'est deux cas différents. L'Iran est signataire du traité de non-prolifération. La Corée du Nord est sortie du traité de non-prolifération. L'Iran n'a pas la bombe atomique, a signé le TNP. Et cet accord, c'était quand même pour donner les garanties que l'Iran n'arrive pas vers le nucléaire militaire. Et tout en ayant le droit d'avoir un programme nucléaire civil. Donc si vous voulez, l'idée, je reviens à cette idée, et cet accord est respecté par l'Iran.
Trump n'arrive pas. Respecté, il y a quand même des doutes. Non. En fait, les doutes évoqués par Donald Trump. Oui, mais on peut toujours. Il a intérêt à dire des doutes puisqu'il sort, mais il a. Non, écoutez, faut arrêter. Il y a des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ou bien on ne croit plus au droit international. Effectivement, je suis d'accord. Dans ce cas-là, c'est la loi de la jungle, dont c'est le métier. Il y a eu 10 rapports. Donc l'Iran respecte, si vous voulez. Et donc là, l'idée de déchirer cet accord et de dire on va renégocier. Oui, on va renégocier. Il ne faut pas qu'ils enrichissent à 20%. Ah ouais, c'est une super stratégie. Ouais. Bruno Jeudi, le rôle d'Emmanuel Macron là aujourd'hui, parce qu'on a vu, et on l'a déjà dit hier soir, les grandes tapes dans le dos, l'opération séduction qu'il a menée à Washington, alors que de toute évidence Trump avait déjà pris sa décision quant à la sortie de l'accord sur le nucléaire. Là aujourd'hui, c'est peut-être un désaveu pour Macron, on doit le voir comme ça? Bon, Emmanuel Macron est allé aux États-Unis en sachant que de toute façon c'était très compliqué. Il faut dire que Donald Trump est en situation de récidiviste. Il avait déjà dénoncé l'accord sur le climat à Paris, donc il y avait évidemment un très grand risque qu'il dénonce l'accord avec l'Iran. Maintenant, je crois qu'il a pris des risques et effectivement, il sort de ce déplacement avec le recul maintenant de ce qui s'est passé hier. Forcément, il a pris des risques, son image est un peu abîmée, mais s'il ne l'avait pas fait cette tentative, sans doute qu'aujourd'hui on lui reprocherait. Donc, effectivement, c'est un échec. Maintenant, on voit qu'avec les Européens, ça a été dit, c'est très compliqué. Jean-Yves Le Drian dit aujourd'hui à l'Assemblée nationale, l'accord n'est pas mort, et quand même en grande difficulté. On est quand même en grande difficulté, mais dans ce moment de difficulté, d'abord les Européens sont quand même homogène et Emmanuel Macron demain sans doute dans son discours avec sa chapelle peut-être que ce sera un discours pour dire aux Européens c'est le moment peut-être d'essayer d'aller plus loin maintenant vers une politique européenne plus indépendante et là sans doute il a un rôle à jouer, mais surtout c'est essayer de maintenir pas dire le club des 5, mais en gros les 3 puissances européennes avec les États-Unis, avec la Russie et la Chine pour essayer de sauver, préserver cet accord. Les chances, au fond, sont quand même assez minces, mais de toute façon, ils n'ont pas d'autre solution que d'essayer de le sauver, parce que ça a été dit, les conséquences pour les entreprises sont absolument énormes. Et puis pour l'équilibre mondial aussi. En tous les cas, sur le plan économique. Je pense surtout les problèmes. Si vous voulez, c'est pas les conséquences économiques pour les Européens. Les exportations rapidement vers l'Iran, c'est 0,5%. Oui, c'est très faible. C'est très faible. Le problème, c'est les conséquences stratégiques. Si l'Iran recommence à enrichir l'uranium à 20%, sort du TNP, et là, on n'a aucun plan. Je voudrais juste qu'on entende Emmanuel Macron tout à l'heure à la télévision allemande. Demain, il sera effectivement aux côtés d'Angela Merkel, et je vous fais réagir Emmanuel Dupuis. Non, je crois que le plus important, c'est de maintenir la stabilité et la paix au Proche et Moyen-Orient. À Washington, je l'ai d'ailleurs dit, j'avais compris que le président Trump voulait sortir de l'accord nucléaire de juillet 2015. C'est d'ailleurs pour cela que, dès la conférence de presse commune avec ce dernier, j'avais proposé qu'on travaille sur un cadre plus large. Nous y sommes. Je regrette la décision du président américain. Je pense que c'est une erreur et c'est pourquoi nous, Européens, avons décidé, nous l'avons redit hier soir, de rester dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015. Et j'ai eu tout à l'heure l'occasion de le rappeler au président Rouhani. Cet accord, nous l'avons négocié, nous l'avons signé, et il est celui qui permet le mieux de contrôler l'activité nucléaire de défense en Iran jusqu'à 2025. Je pense que cet accord, il faut le compléter. Emmanuel Dupuis, Paris espère toujours ramener Donald Trump dans un accord qui serait plus large, plus global, etc., où il n'y a aucun espoir. Parce que du côté de l'entourage d'Emmanuel Macron, des conseillers, on a le sentiment qu'il y a aussi cette envie, outre maintenir cet accord avec évidemment l'Europe, on l'a dit, la Chine, la Russie. Il y a un paradoxe dans les propos du président de la République, qui veut évidemment un nouvel accord plus large, alors même que ça a été dit et redit, et singulièrement depuis la signature de l'accord, l'Iran respecte à la lettre cet accord international, qui en plus a un autre avantage, et c'est là peut-être où il y a une marge de négociation, c'est que c'est un accord multilatéral, mais qui est avalisé par une résolution du Conseil de sécurité, la résolution 2231, qui a été signée 6 jours après l'accord nucléaire. Donc finalement, Donald Trump non seulement bafoue le jeu international et remet en cause une certaine forme d'équilibre, lui contre le reste du monde, mais après la décision de frapper la Syrie en dehors de toute résolution onusienne, confirme le peu de cas qui se fait
de la régulation internationale. Donc le président Emmanuel Macron peut sembler être en contradiction quand, par exemple, lors de l'Assemblée générale des Nations unies, il a rappelé l'importance du multilatéralisme. Lors de son discours à Davos, il a rappelé l'importance de recréer une nouvelle grammaire du bien commun. Donc le vrai enjeu, c'est de ramener Donald Trump au sein de la régulation internationale. Ou alors, comme l'a dit Thierry Coville fort justement, on est dans une nouvelle configuration internationale dans laquelle les grands ensembles, les nouveaux acteurs que peuvent constituer la Russie ou la Chine, qui a l'ambition d'avoir une dimension eurasienne, sont devenus les faiseurs de rois. Alors justement, on va se projeter un petit peu, Thierry Coville. Si cet accord nucléaire sombre définitivement, c'est aussi un scénario évidemment possible aujourd'hui, l'avenir est lourd de menaces à court terme, Iran, Israël déjà sur le plan... Oui, mais alors, si effectivement l'accord sombre, mais je pense pas que ce soit la plus grosse probabilité. Je pense que les Européens sont quand même plus unis. Je vois une certaine unité de vue dans les E3, Angleterre, France, Allemagne, et ils sont bien contents du risque. Ils sont bien conscients du risque. Et puis Rouhani aussi, il a évidemment... Et voilà. Et d'ailleurs, les Iraniens, si vous voulez, les Iraniens sont assez contents. Ils sont en position de force. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est pas eux qui quittent l'accord. Donc quelque part, qui respectent le droit international, c'est plus l'Iran. Le reste que les États-Unis. Donc ils s'estiment en position de force. Donc pour répondre à votre question, effectivement, c'est un scénario catastrophe. Dans ce cas-là, on voit d'ailleurs l'irresponsabilité des États-Unis. Si l'accord sombre et les durs en Iran prennent la main, dans ce cas-là, l'Iran recommence à enrichir à 20%. Il y a même un dirigeant iranien qui a dit on a le droit, et c'est vrai, légalement, de sortir du traité de non-prolifération. Et donc dans ce cas-là, on revient à dire, il n'y a pas de plan américain. Et la seule chose qu'on nous dit, oui, mais les Américains, les Saoudiens et les Israéliens vont s'allier pour que l'Iran ne fasse pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la guerre. Enfin, je veux dire, donc on rentre dans des scénarios de tension, etc. Enfin, qu'on a déjà connus. C'était la situation. C'est ce que j'allais dire. Non, mais je veux dire, on marche sur la tête. Oui. On avait cette situation en 2011-2012. On a cet accord, et donc M. Trump balaye cet accord et nous dit on va renégocier quelque chose d'autre. Les Européens disent non, c'est pas possible, et ils ont raison. Et je pense qu'il y a encore, moi je pense, c'est pas une question d'être optimiste, il y a encore, compte tenu des risques de l'autre scénario, il y a encore la possibilité de sauver l'accord. Une possibilité de sauver l'accord avec évidemment des intérêts de part et d'autre à sauvegarder. Très concrètement, en 2 mots, l'Union européenne par rapport aux sanctions américaines et par rapport aux entreprises, qu'est-ce qu'elle peut faire très concrètement pour essayer de nous donner en quelques mots les clés en fait? Remettre en cause le principe de l'extraterritorialité qui obère la capacité des entreprises européennes et quasiment des entreprises mondiales, puisque pour rappel, le principe est très simple. À partir du moment où une transaction financière est libellée en dollars, le Trésor américain a la capacité non seulement de sanctionner, mais d'empêcher cette prestation a posteriori. Rappelons-nous qu'en 2014, la société PNBA a été sanctionnée à hauteur de 9 milliards d'euros. Donc la première chose, c'est qu'il y ait une unité européenne pour réfléchir à ce qu'un certain nombre de prestations, un certain nombre d'activités commerciales soient libellées dans une autre monnaie que le dollar. Et puis, rapidement, je termine, tout simplement, à ce qu'il y ait une position européenne qui tienne compte de la réalité stratégique. On l'oublie. Le président américain ne tient pas compte de cette réalité. Le Hezbollah a gagné les élections il y a quelques jours au Liban. Le Premier ministre irakien Al-Abadi va être réélu en Irak. Et évidemment, la question du Yémen est à charge. Évidemment. Et évidemment, tout ça amène à dire que même s'il faut réfléchir à l'ingérence ou à la capacité ou à la politique extérieure de l'Iran, force est de constater que la région est quand même marquée par un certain nombre de pays qui soutiennent l'Iran et moins les États-Unis. Voilà, évidemment, la région, donc ce sentiment, évidemment, qu'on a des menaces de part et d'autre, de chaque côté des frontières. Bien sûr, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous éclairer ce soir encore, Emmanuel Dupuis. Merci beaucoup Thierry Coville. On se retrouve nous dans un petit instant. On va revenir sur cette épouvantable affaire, la mort de Naomi, 22 ans, en décembre 2017, avec énormément de questions. Elle avait été orientée au téléphone, en tout cas elle avait téléphoné au SAMU qui l'avait orientée vers SOS Médecins. Elle est morte quelques heures après. Où sont les défaillances? On se pose des questions dans une seconde. Regardez News et compagnie avec Interflora, messager de vos émotions. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. Ne faites qu'un avec l'innovation. Et décrochez la victoire.
Hankook et le Real Madrid. Ensemble, ne font qu'un. Ne faites qu'un avec eux. Pneumatique Hankook, partenaire du Real Madrid. Ce que vous êtes en train de voir, c'est la Citroën C3 de Martin. Elle aurait pu être aussi comme ça, ou bien comme ça. Et là, c'est Martin. Il aurait pu être comme ça, ou bien comme ça. Mais en fait, Martin, lui, il est plutôt comme ça. Citroën C3, avec 36 combinaisons de personnalisation et 11 technologies d'aide à la conduite. On aurait pu faire une voiture, mais on a fait une voiture pour vous. Citroën. En mai, avec les reprises Eco-Inspired, profitez de Citroën C3 graphique à partir de 12 490 €. Goûtez l'excellence, l'Or Espresso. Maintenant dans une capsule aluminium, compatible avec votre machine espresso à capsule. L'Or, sans doute le meilleur café du monde. I never thought I'd found love again. All these feelings never end. I never thought I'd found love again. Bienvenue à tous les bricoleurs. Bienvenue à toi, le perfectionniste. Bienvenue à toi, l'artiste. Bienvenue à toi, roi de la frime. Bienvenue à toi, le méchant du film. Bienvenue à toi, de la mafia. Bienvenue à toi qui envoie du bois. Bienvenue à toi et mini-toi. Manomano.fr, cliquez, bricolez, jardinez. Baby, what you gotta do is wearing your brand new shoes to let me see your ankles. Hey, so let me feel alright. See, your ankles made me mad. Don't you wanna be a part of the game? Cause your ankles so sexy, don't be ashamed. Baby, slow it down. I want you to feel alright. Baby, slow it. Le Bon Coin, chaque jour, des millions d'échanges qui facilitent la vie des Français. You keep playing where you shouldn't be playing. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't. La petite robe noire, mon eau de parfum et ma nouvelle eau de parfum légère. Guerlain. Dans le pasteur? Oui, s'il vous plaît. Ouais, c'est juste derrière, là. C'est parfait, on va se garer là. T'es sûr? Mais oui, comme ça, ils pourront jeter un œil sur la voiture. On peut douter de tout, mais pas de sa Volkswagen. Pour repartir avec la vôtre sans attendre, découvrez nos véhicules en stock sur Volkswagen.fr. Volkswagen. Du bon blé, du bon pain, de bons copains. Merci les agriculteurs Jacquet. Jacquet, j'aime, ils s'aiment. Nausicaa, le plus grand aquarium d'Europe, demain à 20h50 sur RMC Découverte. Mincir efficacement devient un plaisir. Nouveau Somatoline Cosmétique 7 nuits gel frais. Se masse facilement et laisse une agréable sensation sur la peau. Pour mincir jusqu'à 1,6 cm en 7 nuits, nouveau 7 nuits gel frais. Somatoline Cosmétique, ça fonctionne. Avec Zoé, roulez en liberté. Libre de vivre les sensations de la conduite électrique, de goûter à des expériences inédites. Libre de pouvoir recharger simplement, chez vous ou ailleurs. Libre d'écouter la mer, la route ou juste le silence. Renault Zoé, la meilleure autonomie de sa catégorie. Renault Zoé, à partir de 129 € par mois, prix et son installation incluse. Chez Bouygues Télécom, on ne vous garantit pas la joie. On ne vous garantit pas l'amour, ni le talent. On ne vous garantit pas non plus le sommeil. Et encore moins le bon goût. Non, chez Bouygues Télécom, on vous garantit Internet. Dès l'abonnement et même en cas de coupure, grâce à une clé 4G. Profitez-en avec nos nouvelles offres B-Box. Bouygues Télécom. Pour la plupart des gens, les hémophiles sont en danger quand ils se blessent parce que leur sang ne coagule pas de façon normale. C'est vrai, mais pour les hémophiles, tout au long de leur vie, le vrai problème, ce sont les saignements internes. Ceux qu'on ne voit pas, mais que eux ressentent dans leurs articulations. Ces saignements articulaires peuvent être extrêmement douloureux. Ils participent à la dégradation des articulations. Ils peuvent empêcher les hémophiles de pratiquer un sport et plus tard, une activité physique. L'état articulaire est l'enjeu de tous les hémophiles. Il est essentiel de surveiller ces articulations et de les faire surveiller régulièrement.
Rendez-vous aux hémophiles et à ceux qui les soignent sur hémophilesenmouvement.fr. Je t'aime, mon amour. Où es-tu? Saphir orange, enthousiasme. Saphir rose, bonheur. Saphir jaune, énergie. Saphir violet, mystique. Émeraude verte, espoir. Rubis rouge, passion. Saphir bleu, harmonie. Je t'aime, mon amour. Mauboussin, capsule d'émotion. Regardez News et compagnie avec Interflora, messager de vos émotions. Bienvenue si vous nous rejoignez à 21h30. On revient évidemment sur ce drame épouvantable, la mort de cette jeune femme, Naomi, 22 ans, le 29 décembre 2017. On en parle avec nos invités. Patrick Pelloux, bonsoir. Vous êtes président de l'Association des médecins urgentistes de France. Merci d'être avec nous sur BFM TV. Merci à vous. Bonsoir Philippe Juvin. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes chef des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou. Merci également d'être là. On est dans un instant depuis Strasbourg avec Mohamed Achour, l'avocat de la famille de la jeune Naomi. C'est vous. D'abord Rachid qui prenait la main. Vous parlez de ce gros malaise à l'hôpital de Strasbourg. Une jeune femme de 22 ans est décédée après avoir été évincée par une opératrice du SAMU qui s'est même moquée d'elle au téléphone. L'affaire a semé la consternation. Le procureur de la République de Strasbourg a ouvert une enquête préliminaire, mais la famille regrette qu'il ait fallu attendre 4 mois pour avoir une réaction. La jeune femme est en effet morte au mois de décembre et ce n'est qu'aujourd'hui que le directeur du CHU a décidé de suspendre l'opératrice. Je peux simplement faire part d'une première décision que j'avais prise le 2 mai au moment de l'ouverture de l'enquête administrative, qui était un changement d'affectation de cet opérateur et qui a été prolongée aujourd'hui à la suite d'une première édition par une décision, par une décision de ma part de suspension administrative, qui n'est qu'une mesure provisoire pendant la durée de l'enquête et qui, encore une fois, ne préjuge pas des résultats de l'enquête. 2 enquêtes administratives ont également été ouvertes dans cette affaire. La ministre de la Santé se dit indignée. Elle parle de dysfonctionnement et s'engage à livrer toutes les informations à la famille de la victime. Donald Trump estime que les Iraniens finiront par revenir à la table des négociations. Le chef de la Maison-Blanche prévient que si l'Iran redémarre son programme nucléaire, cela aura de graves conséquences. De leur côté, les Européens espèrent encore sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Emmanuel Macron a d'ailleurs téléphoné au président iranien aujourd'hui et ils ont convenu de travailler ensemble pour la mise en œuvre continue de l'accord. 14,46% de grévistes aujourd'hui à la SNCF, c'est le taux le plus bas depuis le début du mouvement de protestation contre la réforme ferroviaire. Mais les syndicats ne désarment pas. Une réunion intersyndicale avait lieu ce soir à Paris. L'intersyndicale a décidé de consulter les cheminots les 14 et 21 mai sur cette réforme ferroviaire. Ainsi va l'actualité. Place à News et compagnie, deuxième partie. Bienvenue à Philippe Juvin et à Patrick Pelloux sur ce plateau pour revenir donc sur l'affaire dont Rachid évidemment nous parlait à l'instant. La mort de Naomi Moussanga, âgée de 22 ans, mère d'une petite fille de 1 an. Elle est morte quelques heures après avoir appelé le SAMU à Strasbourg. On va vous interroger dans une petite seconde, messieurs. D'abord, je voudrais qu'on rejoigne à Strasbourg justement l'avocate de la famille de Naomi, maître Mohamed Achour. Bonsoir, bienvenue. Merci de nous répondre en direct avec Kélia Fin et Romain Cazenave. Vous l'avez entendu, hein, l'heure elle est bien sûr à l'indignation générale. Justement, d'abord un mot de la famille de Naomi. Quel est son état d'esprit aujourd'hui ? L'état d'esprit de la famille est soulagée aujourd'hui que les choses avancent. Elle est soulagée que la lumière puisse se faire sur cette affaire, soulagée qu'une enquête administrative soit enfin diligentée 4 mois après le décès, soulagée qu'une enquête préliminaire soit ouverte, même si elle s'interroge sur la pertinence du cadre juridique. L'enquête préliminaire n'est pas forcément le cadre approprié. On aurait préféré une information judiciaire, mais ça va être l'objet de discussions ultérieures. Sinon, la famille, pour l'instant, en fait, au-delà de son indignation et de la tristesse qu'elle ressent,
Elle préfère privilégier le soulagement en fait de l'ouverture d'une enquête, le fait que des réponses lui soient enfin apportées après 4 mois. Jusqu'à présent, elle n'a pas pu avoir de réponse claire, nette et précise. Donc évidemment, c'est un soulagement. Malgré tout, il reste de la tristesse d'avoir perdu un être cher, un être aussi jeune, dans des conditions suspectes et dans des conditions qui restent à déterminer. La question principale et la question fondamentale est de savoir si le SAMU avait réagi en temps et en heure. Est-ce que la jeune fille aurait pu être sauvée? Est-ce que Naomi aurait pu être sauvée? C'est la question principale que la famille se pose, même s'il y a encore d'innombrables questions, des zones d'ombre que l'enquête judiciaire permettra de lever. Et une enquête judiciaire, une enquête préliminaire, un dépôt de plainte de la part de la famille, bien entendu? Oui, il y a eu un précédent dépôt de plainte de la famille, donc un courrier qui avait été adressé à Monsieur le procureur de la République à Strasbourg, réceptionné le 30 avril, me semble-t-il. Donc là, on a une enquête préliminaire qui est ouverte. Nous, ce qu'on préférerait, c'est une information judiciaire pour que la famille puisse avoir accès au dossier, puisse poser des questions et puisse avoir des réponses et ne pas rester encore dans l'expectative. Maître Achour, que souhaite la famille aujourd'hui par rapport à l'opératrice? Elle a été suspendue, on le sait, à titre conservatoire. Est-ce qu'elle est aujourd'hui dans le reproche, la famille de Naomi? La famille de Naomi, en fait, est restée très digne. Elle n'est pas dans le reproche. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, elle en est encore au stade des interrogations. Que l'opératrice ait été suspendue, c'est une chose, mais je crois que ce serait une erreur, en fait, que de se focaliser uniquement sur l'opératrice, parce que l'opératrice, c'est un maillon de la chaîne. L'opératrice, au-delà des propos qu'elle a pu tenir, des propos cyniques, des propos indignes, ça, je crois qu'on est tous d'accord sur la question. Pour nous, en fait, la question qui se pose, c'est de savoir en fait cette opératrice-là, et il ne faut pas non plus se focaliser uniquement sur l'opératrice du SAMU, parce qu'il y en a eu deux. Il y a eu deux opératrices. Il y a également eu l'opératrice des pompiers. Donc c'est de savoir également en fait quelles sont ses conditions de travail à cette dame, quelle est la charge de travail qu'elle a pu avoir, quelles étaient les journées précédentes qu'elle a passées, dans quelle situation elle était, est-ce qu'elle avait les moyens de réaliser sa mission. Je crois que c'est une erreur de se focaliser uniquement sur l'opératrice, et nous, ce qu'on voudrait avec la famille, c'est que l'ensemble de la chaîne soit examiné et qu'on analyse l'ensemble des responsabilités. On ne voudrait pas en fait que l'opérateur soit un bouc émissaire finalement. Maître, encore deux questions rapidement s'il vous plaît. Qu'en est-il du rapport de la famille avec l'hôpital? Elle a été reçue, cette famille, la famille de Naomi. Elle a été soutenue, entourée là depuis la diffusion évidemment de cet enregistrement. Soutenu, j'ai pas l'impression. Reçu, oui. On lui a présenté des excuses, mais 4 mois après, c'est un petit peu court. Et sans le tapage médiatique et le renfort des médias, je ne suis pas sûr que des excuses, elle en aurait eu. Donc les excuses, c'est bien, mais c'est un petit peu court. Et encore une dernière. Quand tu as parlé de soutien. Ouais, là, on va un peu trop vite. Du soutien, non. Du soutien, il y en a pas eu. On peut pas parler de soutien. Quand vous avez eu un mur de silence pendant 4 mois, qu'on vous présente des excuses une fois que les médias s'emparent de l'affaire, voilà, ça leur fait une belle jambe. Dernière chose, maître, s'il vous plaît. Naomi avait-elle des antécédents médicaux? Est-ce que sa famille a su ce qui s'est passé ce 29 décembre, cette journée fatale? Est-ce qu'ils l'ont joint? Est-ce qu'ils ont pu l'entendre ce jour-là? Elle a fait part d'un malaise, d'un mal-être, d'une souffrance? Ce jour-là, non, mais la veille, son papa l'avait eu au téléphone et elle était parfaitement normale, en bonne santé. Elle n'avait pas de problème de santé particulier, de problème de santé grave, donc il n'y avait absolument rien qui laissait présager une issue fatale le 29. Merci beaucoup. Son état de santé n'était pas inquiétant le 28. Merci Maître Achour, avocat donc de la famille de Naomi Moussanga, cette jeune femme depuis Strasbourg avec Kelly Lafin, Romain Cazenave pour BFM TV. Merci à vous. Patrick Pelloux, Philippe Juvin, cette affaire, évidemment, elle a énormément fait réagir dans le corps médical, bien sûr. La ministre Agnès Buzyn a dit son indignation. Elle vous recevra, entre autres, en début de semaine. Qu'est-ce que vous dites de toute cette affaire aujourd'hui? Qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle plein de choses, mais la première des choses, c'est je viens d'écouter, comme vous, l'avocat de la famille Moussanga. On est tous compatissants
parce qu'on vit tous d'une manière très pénible ce qui s'est passé. C'est une véritable catastrophe. C'est indigne. On fait ce métier, on fait le métier du travail des urgences, qui est un métier difficile, qui est un métier compliqué, qui est un métier où on reçoit toutes les misères humaines, etc. Donc on a toutes les raisons pour, des fois, être fatigué, d'être irascible, de ne pas être forcément agréable tout le temps. C'est vrai. Mais ce qui s'est passé là dépasse tout. Et d'un coup, si nous, on commençait à trouver des justifications, je dirais, usuelles et banales sur le manque de moyens, etc., pour justifier ce qui s'est passé, nous ne serions pas honnêtes. Ce qui s'est passé, j'ai entendu des syndicats professionnels l'expliquer, et c'est insuffisant. Il faut qu'on soit compatissant avec ce qui s'est passé de manière à corriger ça et que ça ne se reproduise pas. Parce que tout est là. Vous comprenez, les Françaises et les Français nous attendent. Le rôle régalien de l'État, c'est de formaliser le système de sécurité. La police, les pompiers, le SAMU, les urgences. C'est une question de confiance avec nos concitoyens. Donc on doit être, même si on n'est pas parfait, on ne sera jamais parfait. Si on est perfectible, on ne doit pas avoir ce genre de phénomène. On va voir quels moyens peuvent être mis sur la table, évidemment. Dans une petite seconde, vous allez nous dire ce que vous demandez à Agnès Buzyn. Il faut savoir que 30 millions de personnes par an ont recours au SAMU, au SMUR et aux services d'urgence. Je voudrais qu'on réentende juste, Philippe Juvin, un petit extrait de l'échange épouvantable, finalement, entre Naomi Muzanga et l'opératrice, que vous allez commenter, parce que moi, il y a un truc qui me choque particulièrement, vous allez me dire. Aidez-moi, madame. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi. Madame, j'ai très mal. Oui, bah vous appelez un médecin, hein? D'accord. Voilà, vous appelez SOS médecin. Je peux pas. Vous pouvez pas? Ah non, vous pouvez appeler les pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir, certainement un jour, comme tout le monde. Il me fait mal partout. Oui, bah vous appelez SOS médecin au 03 88 75 75 75. Voilà, ça je peux pas le faire à votre place. Oui, il y a le dédain, etc. Mais il n'y a pas une question médicale, Philippe Juvin, pas une question d'ordre médical à cette jeune femme donc, dont on entend un filet de voix. Comment on l'explique? D'abord, il n'y a pas d'humanité, c'est-à-dire que il y a une plainte et voilà, on laisse. On l'a dit. C'est le début de tout. Et ensuite, vous avez raison, et ça a été souligné par quelques-uns. Enfin, l'enquête le montrera. On ne va pas faire l'enquête. On n'est pas là pour faire l'enquête, mais une des questions qui va se poser, ça a été pourquoi un médecin finalement n'a pas pris la main. Parce qu'en fait, Patrick l'a très bien dit, le métier est tellement difficile que parfois nous sommes très irascibles, ça nous arrive. Mais dans ces cas-là, il y a un truc qu'il faut faire, c'est passer la main. Bien sûr. Ça veut dire que sur la plateforme, si je peux schématiser pour les téléspectateurs, sur la plateforme, il y a un, voire plusieurs médecins régulateurs. Il y a plein de monde, il y a des régulateurs, il y a des assistants de régulation. Et quand ça ne va pas, quand on a l'impression que le truc nous échappe, qu'on va mal répondre, il faut avoir cette présence d'esprit, cette intelligence. C'est d'ailleurs dans nos procédures, passer la main. Mais c'est vrai aux urgences. Quand aux urgences, vous avez un patient avec lequel ça se passe mal parce qu'il est agressif, ou parce qu'on le sent agressif, ou parce qu'on est soi-même agressif, parce qu'on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait? Bien surtout, il faut dire « stop, je passe la main à quelqu'un d'autre ». Et c'est probablement un des débuts des raisons, parce que vous verrez, l'enquête montrera qu'évidemment, les paroles sont condamnables en soi, mais l'enquête montrera probablement qu'il y a plusieurs fois, il y aurait pu avoir un filet de sécurité qui ne s'est pas mis en branle. C'est ça le sujet. Peut-être une chaîne de défaillance. Donc c'est ce qu'on a l'air de comprendre aujourd'hui. Comme dit Philippe, si on écoute le début de l'enregistrement, c'est une stationnaire des sapeurs-pompiers qui passe à la permanencière du SAMU l'appel. Donc d'un coup, elles ont l'impression, c'est le sentiment qu'on a en les écoutant, que finalement elles banalisent ce qu'elles font. Quand on connaît bien le métier, on sait très bien que quand on commence à banaliser, on connaît même les horaires à laquelle on banalise trop les choses, c'est les horaires de passage de temps de travail et de garde, eh bien ça c'est un risque. Ces opérateurs, ces opératrices qui sont donc encadrés par des médecins, comment sont-ils formés? Parce que c'est aussi toute la question. C'est un des sujets fondamentaux. C'est peut-être là le problème. Est-ce qu'il ne manque pas de formation? Est-ce qu'il ne doit pas y avoir... Il n'y a pas de diplôme d'État. Il n'y a pas de diplôme d'État. Il n'y a pas d'enseignement validé au niveau national. Donc c'est une formation? Il y a des recommandations, il y a des référentiels. Il y avait des référentiels. Il y en a qui viennent du système de santé, qui ont été soignants, agents hospitaliers, infirmières. Et puis il y en a d'autres qui viennent du tissu administratif. La
quasi-totalité font des études qui leur permettent justement de bien savoir prendre l'adresse, là où sont situés les malades, c'est ce qu'on leur demande, puis après de faire un interrogatoire de triage pour savoir s'il y a des pathologies graves ou pas graves. La remarque que vous faites est judicieuse. On remarque qu'il n'y a pas eu cet interrogatoire dans l'intervention à Strasbourg. Donc, d'un coup, c'est comme ça qu'ils sont formés. Mais c'est vrai que la formation continue, elle peine à arriver, et la formation initiale, elle laisse à désirer. Donc, et on écoute juste Agnès Buzyn, que vous allez rencontrer en début de semaine. Voilà ce qu'elle dit, elle, de la procédure. Comme tous les Français, je sais que cet appel n'a pas été traité par un médecin. Or, je sais que les procédures, suite aux recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2011, disent que tout appel téléphonique, dès qu'il y a un doute médical, doit être transféré à un médecin régulateur. Or, cette opératrice a raccroché. Donc, je sais déjà, en tant que ministre et en tant que citoyenne, que la procédure normale de traitement d'appel n'a pas été suivie. Alors ça c'est vrai, mais on voit bien le sujet. Ces ARM ont un rôle fondamental parce que ils sont en première ligne. Ces opérateurs, ces assistants de régulation médicale, les opérateurs sont en première ligne. Et une des difficultés de la médecine d'urgence, que ce soit par téléphone ou aux urgences, c'est que vous avez face à vous une masse importante de patients qui en général n'ont pas grand-chose, enfin pour leur grande majorité. Et au sein desquels, il y a quelques cas très graves. Mais la question, c'est de savoir les dépister. Et c'est ça le sujet. Et nous pensons qu'il faut désormais un diplôme d'État. Diplôme d'État, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une des choses élémentaires que vous allez réclamer à Agnès Buzyn quand vous allez la rencontrer en début de semaine. Une formation qui assure que la qualité sera au rendez-vous. Alors les priorités, qu'est-ce que vous allez réclamer à la ministre? Parce que là, on voit bien que... Bien sûr, la formation, et tout commence par la formation. Mais il y a avant toute chose une question d'organisation. C'est pour ça que là, sur instruction du président de la République, il y a une mission qui a été organisée pour savoir comment réorganiser les plateformes de réception des appels entre les pompiers, le SAMU, le 18, le 112, la police, etc., de manière à savoir où on va au XXIe siècle, vers quoi on se dirige. Pour notre part, la santé doit revenir à la santé. Mais il faut travailler en coopération, en étroite coopération. Il faut qu'il y ait des systèmes qui répondent à un appel. Quand un appel arrive comme Naomi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que, quelque part, vous avez une de nos concitoyennes qui appelle l'organisation qui a été mise en place par la société et l'histoire du système de santé. Ce n'est pas rien. Et ce que je veux dire à la ministre, c'est quelque chose qui doit continuer. Et la confiance entre les usagers du service public et ceux qui exercent dans le service public doit être totale. Or, ce genre d'événement est à dénoncer et il faut qu'on trouve les solutions. Alors avant de dire, j'ai entendu certains dire il va falloir plus de moyens, mais ça serait totalement ridicule de dire voilà, il y a eu un drame, une catastrophe totale avec la mort d'une jeune fille, la réponse c'est de donner plus de moyens. Mais pour en faire quoi? Ça veut dire comment on organise le système d'aujourd'hui? La réorganisation, effectivement, il faut repenser les choses, en fait. C'est ce que vous nous dites ce soir, Philippe Juvin. Oui, et non seulement des moyens, mais pourquoi faire? Voilà. Et un des éléments de réponse, c'est la question de la transparence des résultats et de la certification des moyens. Je vous explique. Les hôpitaux sont soumis tous les 4 ans à une certification. On regarde s'ils travaillent bien. Eh bien, ça paraît incroyable, mais les SAMU échappent à cette certification. Donc, pourquoi c'est historique, il y a 1000 raisons. Il y a beaucoup de services d'ailleurs qui échappent à la certification. Mais les SAMU y échappent. Or, ce que nous croyons, nous, c'est que la révolution du système de santé est la suivante. C'est qu'aujourd'hui, les Français n'ont souvent pas le choix. Ils vont vers le SAMU, ils vont vers les urgences parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Il n'y a plus de médecins dans des tas de contrées, dans des tas de villes. Et donc, les urgences, c'est le seul endroit qui est ouvert 24 heures sur 24 tous les jours. Ça, et à partir de là, eh bien, il faut que nous soyons certifiés et il faut que la transparence sur notre sécurité soit assurée. On a évolué vers un énorme système. C'est-à-dire que ceux qui ont conçu, et les historiques qui ont conçu les SAMU, les urgences en France, c'était quelques millions de personnes. Voilà, vous avez 8 millions de passages pour les accidents de la route. 88, voilà, pour les accidents de la route. Et puis vous aviez 2 millions d'appels au SAMU. Là, on a 30 millions. 30
millions de personnes. d'appels au SAMU, 21 millions de passages aux urgences. Ça ne veut pas dire qu'on refuse le travail, sûrement pas. On ne refuse pas le travail, on ne refuse pas la tâche de dire on veut mieux travailler, on veut faire. Mais il faut que ça suive. Et c'est là où le politique a un rôle à jouer. Il faut qu'on ait les réformes nécessaires de manière à mieux fonctionner. Mieux fonctionner. On vous entend tous les deux là-dessus. Moi, j'ai 2-3 questions, j'allais dire, que les téléspectateurs pourraient aussi vous penser, que les 30 millions typiquement de personnes concernées peuvent vous poser. Les moyens pour pouvoir répondre à tous les appels dans les délais raisonnables, ça aussi, parce qu'il y a un délai. Cette jeune femme, elle était vraiment très mal en point. Je ne sais pas combien de temps elle a attendu, on le saura évidemment, l'enquête le dira. Mais il y a ça aussi, tous les appels doivent être pris en charge en combien de temps? Parce que souvent, il y a de l'attente. Bien sûr. Il y a de l'attente. Il y a beaucoup d'attentes. Il y a de l'attente au téléphone, il y a de l'attente aux urgences. Ça va de soi. Mais parce que nous avons un flux qui ne fait que grossir, eh bien, vous savez, le temps d'attente téléphonique, au plan national, il n'est pas mesuré. Alors, pas mesuré non plus. Au plan national, il n'est pas mesuré. Il est mesuré par SAMU, mais pas au plan national. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas me le quantifier là, vous pouvez pas. Au plan national, non. Si, SAMU, on a les délais de réponse. Et on a à peu près. C'est à la première sonnerie, ou des fois vous avez des appels qui durent plusieurs dizaines de minutes quand c'est saturé, parce que justement on n'a pas su le travail qui a été fait dans des call centers pour divers systèmes se sont bien dotés. Vous sonnez, ça sonne 2 fois, on vous répond. Mais on a le temps de mourir, hein. Pardonnez-moi, on a le temps de mourir plusieurs fois. Voilà, c'est pour ça que d'un coup, de dire que les SAMU sont maintenant des grands centres de régulation modernes, il faudrait que dans les textes, on dise ça sonne 2 fois et ça répond. Et est-ce que c'est avec une obligation? Ça veut dire un certain nombre de moyens supplémentaires. Un certain nombre de moyens supplémentaires. Et est-ce que c'est au patient, enfin au futur patient, de rappeler? Est-ce que c'est lui qui est rappelé? Non. Dans un bon système, il y a un décrochage, on vous répond. D'accord. On peut effectivement imaginer, il y a des pays étrangers qui font ça, que dès lors qu'on a considéré que l'appel n'était pas urgent, on peut vous rappeler dans l'heure. Il y a des systèmes de ce genre. Mais la règle, c'est que vous devez avoir une réponse immédiate. Et en tout cas, dans ce cas-là, il n'y a même pas de discussion possible. Donc vous nous le dites, on ne peut pas se satisfaire évidemment du fonctionnement actuel. C'est le message que vous allez livrer évidemment à la ministre de la Santé. Vous avez raison, avec un bémol toutefois, il ne faudrait pas que cette erreur, parce qu'il y a manifestement une erreur, des dysfonctionnements, a dit la ministre, jette l'opprobre sur la totalité d'une profession dont la raison d'être, c'est de sauver les gens. Évidemment, la famille, c'est une tragédie pour elle, c'est aussi une tragédie pour nous. Mais pardonnez-moi, c'est pas tout à fait le premier cas non plus, parce que typiquement, c'est vrai, on a vu ressortir je suis d'accord, mais il faut que chacun de celles et ceux qui nous regardent dans les régulations, etc., se pose des questions sur la façon qu'ils ont de travailler, de répondre, de savoir si il n'y a pas un risque que ça leur arrive. C'est-à-dire que pour moi, ce drame épouvantable, c'est un électrochoc pour remettre vraiment tout le monde sur le fait que nous sommes le service public et on répond à un certain degré des obligations. Des obligations. Et des obligations de sécurité sanitaire. Le résultat. On ne peut pas tout faire, on est perfectible, on ne peut pas sauver tout le monde, mais on a des choses vraiment indéfectibles qui doivent être faites systématiquement et que l'on doit respecter. Et c'est évidemment ce que vous direz à Agnès Buzyn en début de semaine, la ministre de la Santé qui recevra bien sûr les urgentistes. Mais ça va plus loin, puisque là, le président de la République annonce des réformes pour l'hôpital. Je pense que justement, ça serait bien qu'on soit tous associés à différents niveaux à ces concertations pour justement aller vers un hôpital plus moderne et plus humain. Avec des urgences qui sont devenues un élément clé de l'organisation du système de santé. Ce n'est pas un service comme un autre. Non. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus ce soir sur ce dossier. Patrick Pelloux, Philippe Juvin, merci à tous les deux. Merci. À suivre, Grand Angle, Jean-Baptiste Bourset. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, sera son invitée justement à 22h30. À demain, 21h pour nous.